Du coup, on va passer, à la partie trajectoire maintenant. Donc avec, une première partie où on va s'intéresser à comment on peut définir ces objectifs, les objectifs d'un territoire sur Terristory et ensuite vraiment la dernière partie avec le calcul d'impact, des actions sur la trajectoire et donc voilà, on va faire un bref rappel des objectifs et engagements qui concernent les territoires. Donc là, je vais laisser la main à Noémie et ensuite on ira, regarder un peu le module stratégie territoriale dans Terristory. Mais pour l'instant, Noémie, je te Merci. laisse la main. Tu me fais Oui, tu peux signe quand passer tu veux, à la première diapo. Voilà, bon, bah, ça, c'est à mon avis des choses que vous savez tous, mais c'était pour rappeler que la stratégie d'un territoire, elle s'articule aussi avec d'autres stratégies définies à des niveaux plus macro. Donc, la France a des engagements mondiaux avec les accords de Kyoto et de Paris, puis des engagements européens qui sont aussi déclinés en objectifs nationaux. Au niveau régional, il y a le SRADET, donc nous, qui est une base de travail qui est importante pour nous, puisqu'on travaille beaucoup à l'échelle régionale. Et puis, tu peux recliquer un coup pour... Et puis, vous, au niveau territorial, vous êtes souvent concerné par des démarches type PCAET, et tout ça s'articule ensemble, notamment aussi avec les SCOT que je n'ai pas remis ici, mais qui sont un échelon important des démarches territoriales et d'articulation des démarches entre elles. Donc, c'est pour ça aussi que dans Terristory, on l'a vu, hein, on peut interroger différentes mailles géographiques et que c'est important de prendre en compte que la maille que vous allez regarder, et notamment la maille EPCI qui vous concerne le plus souvent, elle s'inscrit dans un périmètre aussi plus large et elle se doit d'être conforme à tous ces échelons qui sont au-dessus, quoi. Tu peux passer à la diapo suivante. Donc, juste pour rappeler que la France, en matière d'énergie renouvelable, est le seul pays européen qui n'a pas tenu ses engagements, puisqu'on était à 19,1 au lieu de 23% de part d'ENR en 2020. Et vous avez vu que ont été votés cette semaine des objectifs encore plus ambitieux. Donc, on va avoir du pain sur la planche pour développer tout ça. Tu peux passer. Donc, un petit rappel rapide sur le SRADET et vous remettre le lien. Sur la présentation, là, le lien est cliquable. Consultez le SRADET pour rappeler les objectifs régionaux. Donc, chaque filière, quasiment chaque filière toutes les filières ENR sont en augmentation et certaines très fortement, puisque l'objectif est d'augmenter de 54% la production d'ENR d'ici 2030 et de doubler encore à l'horizon 2050. Donc, vous voyez l'ambition territoriale importante. Et donc, voilà, le lien vers le SRADET qui vous redonnera les données plus finement par filière. Ce n'est pas un document qui est facile à trouver sur Internet, c'est pour ça que je vous l'ai remis là en direct. Tu peux passer à celle d'après. Voilà, donc là, de façon plus illustrée, vous voyez les filières qui sont en nette augmentation. Donc, on a l'hydroélectricité qui reste à peu près stable, qui augmente très légèrement puisque le potentiel est quand même largement mobilisé. Le bois énergie qui augmente et puis aussi la méthanisation, le photovoltaïque évidemment, l'éolien, etc. Donc toutes les filières sont en nette augmentation dans les objectifs SRADET. Juste un mot pour dire que si tous les EPCI ou presque sont concernés par une démarche type PCAET, il y a aussi des territoires qui s'engagent de façon plus ambitieuse, par exemple à travers une démarche TEPOS. Donc, il y a à peu près 80% de la population d'Auvergne-Rhône-Alpes qui était couverte par une dynamique TEPOS, ou aussi certaines collectivités qui s'engagent sur l'atteinte des objectifs du développement durable, qui permet d'élargir un peu encore le champ des PCAET sur d'autres objectifs.
notamment sur des critères sociaux, de réduction de la pauvreté, etc., etc. Tu peux passer à la suivante. Au-delà de satisfaire les engagements du territoire, pourquoi toutes ces données sur les ENR, etc., et pourquoi ces ambitions de développer des énergies renouvelables? Et ben, il y a évidemment d'autres arguments. D'abord, cette transition énergétique, mieux vaut la choisir que la subir, dans l'intérêt du territoire, dans l'intérêt de faire que les projets soient vraiment conformes à l'intérêt territorial. Et puis, il y a évidemment d'autres enjeux comme développer l'emploi local, mobiliser les ressources disponibles localement, améliorer la résilience du territoire face aux crises, et puis fixer la valeur, notamment la valeur économique de ces projets sur le territoire. Tu peux passer à la suivante. Voilà. Et ça, c'est juste pour vous rappeler que il y a des scénarios au niveau national qui existent. J'en ai mis 5 ici. Et que tous, y compris ceux qui sont les plus conservateurs, comme celui de RTE ou l'échec project, tous développent très, très, très largement les énergies renouvelables. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important à avoir en tête. Donc, y compris le Shift Project, etc. Donc, de toute manière, ces énergies renouvelables sont à développer. Donc, autant choisir la façon la plus bénéfique à vos territoires pour développer cette trajectoire-là. J'ai remis le petit label territoire engagé dans la transition écologique de l'ADEME. Avant, c'était Citergy avec des caps Citergy, Citergy Gold, etc. Donc là, c'est des étoiles qui sont distribuées. Donc, ça vous permet aussi éventuellement d'aller plus loin, d'avoir un peu des guides, on va dire, pour vous accompagner sur ces trajectoires-là. C'est simplement un petit mémo. Tu peux passer à l'étape d'après. Alors, il y a juste une question dans le chat, c'est savoir si les objectifs ENR et réseau du SRADET seront rehaussés dans le cadre de la modification en cours. Moi, je n'ai pas d'infos, mais je ne sais pas, toi, Noémie, si tu as eu des informations là-dessus. Je n'ai pas l'info non plus. Je n'ai pas l'info, mais il faudrait déjà qu'on soit sur la trajectoire pour rien faire. Mais j'imagine que de toute manière, vu qu'on prend des engagements plus forts au niveau européen, forcément, ça devra être, comme je mettais les poupées russes là, hein, vous voyez que, en gros, si la poupée russe au niveau européen, elle est plus ambitieuse, il faudra que à l'intérieur, les petites poupées russes qui la composent, elles soient aussi plus ambitieuses pour que quand on consolide le tout. À un moment, au niveau européen, on parlait de partage du fardeau. Alors vraiment, ce mot n'est pas vraiment du tout adéquat, mais bon, le partage du gâteau, en tous les cas, partage des responsabilités, c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça aussi. Donc, les territoires qui ont les plus forts potentiels, il faut qu'ils participent de façon plus accrue à cette transition écologique et énergétique. Voilà. Donc certainement qu'il faudra revoir les ambitions régionales à la lumière des engagements pris au niveau européen. D'autres questions? Tu peux passer la diapo suivante, Léo? Du coup, on passe au module stratégie. Oui. Ah non, oui, partie 4. Je commence par refaire un petit tour sur Terristory. Donc, puisque, voilà, comme Noémie vient de le rappeler, il y a ces enjeux de définition des trajectoires à horizon lointain. Terristory possède aussi un module pour vous aider, en fait, dans ces démarches. Alors, je vais choisir un EPCI, de préférence qui a fait son PCAET. Où est-ce que je vais aller?
À Lyon, il doit y en avoir un, non? Je vais rester. Ouais. Dans l'axe. Hop. Donc, le module stratégie territoriale, donc, qui est un module prospectif qui vous aide d'une part à définir une trajectoire et d'autre part à qui va estimer l'impact de certains types d'actions de transition énergétique sur cette trajectoire. Alors, le module stratégie territoriale, c'est le 4e de Terristory. Donc, il faut avant avoir sélectionné son territoire et il faut avoir un compte pour l'activer. Donc là, c'est nécessaire parce qu'il faut que vous puissiez en fait sauvegarder le travail que vous faites. C'est un module qui est assez complexe, qui demande vraiment qu'on y investisse du temps pour pouvoir en tirer pour pouvoir en tirer le maximum. C'est pas quelque chose que vous allez faire en 1 heure sur un coin de table a priori. Donc voilà, c'est d'où l'intérêt du compte là vraiment pour pouvoir sauvegarder son travail au fur et à mesure. Léo, Donc tu peux quand peut-être remonter comment on se crée un compte, enfin juste montrer où c'est. Oh, oui, toi, t'es connecté, attends, mais oui, je vais partir d'un Terristory. Ah ben non, je suis bête, il va me reconnecter là. Oui, globalement, tout se passe en haut à droite. Donc si je suis déconnecté, voilà, vous avez juste à cliquer sur se connecter. et Vous s'inscrire. cliquez sur s'inscrire et voilà, et à ce moment-là, vous aurez, enfin, nous, ça nous envoie un mail, on a juste à valider votre compte et puis ensuite, ben, vous pouvez commencer votre travail. Donc, pour en revenir vraiment à la stratégie territoriale, vous sélectionnez votre territoire, vous lancez module numéro 4, stratégie territoriale, et vous arrivez sur cette page. Donc, quelques informations. Le document méthodologique, très important. Alors, il est assez long, assez fastidieux, je veux bien l'entendre, mais pour vraiment avoir une idée précise de ce qu'il faut remplir ensuite dans la liste des actions que vous avez ici, c'est indispensable de l'avoir ouvert et de s'être vraiment plongé dans la façon de faire, parce que je vais vous montrer après, mais vous verrez que c'est quand même assez... enfin, il faut un temps de prise en main, quoi. C'est pas forcément facile. Ici, les boutons pour visualiser les trajectoires et les définir. Je vous montrerai après. Et là, tous les boutons d'export et d'enregistrement en bas. Donc, et là, bouton de calcul aussi. Donc ça, c'est le bouton de calcul d'impact, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Une possibilité d'exporter, quand vous aurez défini vos trajectoires, d'exporter tout ça sur un Excel qui correspond à l'Excel que vous devez renseigner sur la plateforme ADEME pour votre PCAET. Alors, évidemment, il ne sera pas forcément rempli à 100% vis-à-vis de ce que vous devez y mettre, mais en tout cas, pour ce que vous aurez rentré sur Terristory, ça sera déjà tout pré-rempli. Ce qui peut quand même vous aider enfin, ce qui vous évite de faire le travail en double, tout simplement, en sachant que dans l'autre sens, voilà, si vous décidez d'afficher les trajectoires, pour les territoires qui ont rentré leur PCAET, nous, on va les récupérer. Tous les mois, on fait une mise à jour depuis l'ADEME. On récupère en fait les objectifs chiffrés que vous avez rentrés dans vos PCAET. Là, typiquement, Métropole de Lyon, ils ont été rentrés. Trajectoire cible sur l'énergie consommée, on les a importés et on arrive là, vous le voyez, les pointillés en bleu. Si jamais vous n'en avez pas qui ont été importés, donc voilà, par défaut, la trajectoire est maintenue à la valeur de la dernière année. Et là, vous pouvez prendre les points et définir la trajectoire qui vous intéresse. Alors, mettons voilà, un objectif à 2030, voilà, 25 000 gigawattheures par exemple, un à 2050 à 15 000. Vous pouvez les définir comme ça, et en sachant que voilà, avant, vous avez une idée de la trajectoire historique qui vous est montrée. Là, en rouge, on projette les objectifs les objectifs chiffrés du PCAET sur la valeur du territoire. Alors voilà, vraiment, c'est une règle de 3. Le le SRADET, pardon, excusez-moi, dit moins tant de pourcents depuis 2015 vers 2030. On a pris ce moins tant de pourcents, on l'a appliqué à la valeur 2015 ici, et ça ne va pas plus loin. Et on a tracé une droite. Il n'y a aucun travail qui a été fait pour voir si le territoire pouvait plus ou pouvait moins. C'est vraiment juste une bête règle de 3. Il ne faut pas prendre ça pour plus que ce que ça n'est. Et donc voilà, vous pouvez mettre votre trajectoire. Si jamais vous avez l'objectif PCAET, rien ne vous empêche de dire « Ah ben tiens, j'ai envie de faire un test, voir si on veut être plus ambitieux que le PCAET. Est-ce que c'est possible ?» Ben voilà, vous pouvez quand même modifier tout ça. Évidemment, si vous bougez là, ça ne va rien changer sur la plateforme ADEME. Il ne faut pas vous inquiéter là-dessus. Là, c'est vraiment interne à Terristory, tout ce qui se passe là. Voilà, vous pouvez désactiver l'affichage de la barre bleue du PCAET. Pareil pour le SRADET si vous voulez. Si vous êtes plus à l'aise avec le fait de remplir le tableau plutôt que bouger les lignes, c'est possible. Ce n'est pas forcément le plus pratique, mais c'est possible. Et donc, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, à savoir les ENR, vous l'avez aussi ici.
Donc manifestement, il n'y a pas d'objectif PCAET sur les ENR dans le PCAET de la métropole de Lyon. Mais donc s'il y en avait un, on aurait le même genre de profil ici. Donc voilà, ensuite là, vous définissez des objectifs, mettons à 2030 et à 2050. Voilà, vous avez défini vos objectifs. Vous avez la même chose pour les qualités de l'air, mais ce n'est pas ce qui nous occupe aujourd'hui. Donc on va rester vraiment sur énergie, prod ENR. Et donc, pour ce qui est des actions de production d'énergie renouvelable, tout ce qui vous intéresse, ça va être ce qui est dans la partie rouge là. Alors, comment ça va se passer pour rentrer une action? Mettons qu'on se dise, tiens, on va installer des éoliennes. Vous cliquez, et là, ça va vous afficher un premier tableau. Un tableau qui va vous demander des informations pour caractériser l'action que vous êtes en train de mettre en place. Donc, en ce qui concerne les éoliennes, typiquement, ça va être de la puissance installée. Mettons que, voilà, on dise, en 2030, on ouvre un parc de quelques éoliennes pour, je sais pas moi, mettons 12, un petit parc, je crois, 12 mégawatts, ça doit faire peut-être 4-5 éoliennes, si je ne m'abuse. Donc voilà, vous mettez votre chiffre là. Et donc, bon, là, j'en laisse qu'un, c'est vraiment pour vous montrer. Vous lancez le calcul. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on lance le calcul? Alors, évidemment, lui, il prend son temps, il prend le temps un peu derrière de mettre en place tout ce qu'il faut. Ça peut être un peu long, surtout quand on est en partage Zoom, parce que ça prend quand même pas mal de bandes passantes. Voilà. Et donc, vous, ce qui vous intéresse derrière, a priori, dans le cadre ENR, ça va être les impacts énergétiques. Donc, évidemment, pas d'impact sur la conso, parce qu'on ne sait pas ce qu'on a défini. Et par contre, sur la prod ENR, alors voilà, j'en ai pas mis assez, donc ça va pas bien se voir. La production éolienne, donc vous pouvez décocher les différentes autres productions, c'est ce qu'on va faire pour vraiment voir ce qui se passe au niveau de l'éolienne, puisque encore une fois, j'ai juste implanté des éoliennes. Alors, j'ai oublié de décocher ça. Hop. Bon, c'est pas forcément hyper évident. On passe, si je passe mon curseur là, vous voyez, en 2025, de 0 gigawattheure à horizon plus lointain, on est à 24,81, ce qui correspond a priori à la production qu'on peut espérer si on ouvre un parc d'éoliennes de 12 mégawatts en 2030. Donc voilà, là, vous voyez, l'impact, il est tout petit vis-à-vis du reste, donc il faut évidemment travailler sur toutes les filières pour espérer voir quelque chose un peu au niveau global. Je vous montrerai un peu après une stratégie que j'ai remplie de façon un peu plus complète avant, pour vraiment que vous puissiez avoir une idée de ce qui se passe quand on a pris un peu le temps de le faire. Alors, des tableaux comme ça, vous en avez pour toutes les actions, et surtout, vous avez 2 autres choses. Ce qui va être rangé dans autres paramètres et dans paramètres économiques. Alors, dans autres paramètres, vous avez plusieurs choses, alors qui vont être spécifiques à chaque action. Alors ça va peut-être vous étonner, mais on vous demande des indicateurs économiques. Pourquoi? Parce que Terristory, dans son module stratégie territoriale, calcule aussi les impacts économiques associés vous donne une estimation, pardon, des impacts économiques associés à l'action que vous mettez en place. Typiquement, nombre d'emplois générés, valeur ajoutée générée, investissement nécessaire. Là, vous voyez, ce parc de 12 mégawatts, il est estimé à tant de millions d'euros, 17 700 000, c'est ça, me semble-t-il. Les retombées fiscales, d'où la demande sur les taux d'imposition, qu'on vous demande un peu plus haut, et une estimation de l'impact sur la facture énergétique, où en fait on va tout simplement dire, voilà, on considère que cette énergie, elle est moins chère cette énergie produite par ces éoliennes va être moins chère que l'énergie actuellement consommée sur la métropole. Donc voilà, on estime que la facture énergétique annuelle sur le territoire va baisser de tant. Donc voilà, on est vraiment sur des estimations, évidemment, rien n'est à prendre au pied de la lettre. On ne vous garantit pas contractuellement qu'il y aura 68 emplois générés en région. On est vraiment sur une estimation des impacts, en sachant que vous avez la main sur les données qui servent à calculer ces impacts. Typiquement, on vous demande, on met par défaut des valeurs sur la part captée par le territoire de telle étape du projet d'installation des éoliennes. On met des valeurs par défaut. Si vous avez l'intention, au moment où vous lancez ce projet, par exemple, d'installation de parcs éoliennes, de dire non, on veut que le bureau d'études, les études qui soient faites, on va faire en sorte dans l'appel d'offres que ça soit un cabinet local, là, vous mettez votre 100%. Si jamais vous savez que la fabrication de composants, ça ne pourra pas être sur votre territoire, vous mettez 0%. Si jamais vous voulez vraiment que les paramètres économiques qu'on calcule, ils aient du sens vis-à-vis de votre territoire, il faut vous plonger dans ce niveau de détail-là.
parce que sinon, vous allez rester avec les paramètres globaux, enfin ceux qu'on a définis par défaut, et ils ne sont pas forcément adaptés. Alors, ils ont une certaine pertinence à la maille régionale, mais ils ne sont pas forcément adaptés à votre territoire. Donc, si jamais vous voulez vraiment que ces indicateurs-là ils aient du sens, il faut aller dans ce niveau de détail-là, dans ce niveau de remplissage-là, sinon vous ne pourrez pas en tirer grand-chose de plus. En sachant que évidemment, ça n'a pas d'influence sur la quantité d'énergie produite. C'est-à-dire que là, pour le coup, pour l'énergie produite, vous n'avez pas besoin de rentrer dans le détail des valeurs économiques. Si les valeurs économiques ne vous intéressent pas, évidemment, vous n'êtes pas obligé de le remplir, mais si elles vous intéressent, il faudra le faire. Donc, paramètres avancés, donc là, on vous donne quand même un titre indicatif, puissance moyenne d'une éolienne terrestre, c'est 3 MW. Donc là, vous avez d'autres infos quand même sur le taux d'imposition, mais selon les actions, typiquement chaufferie bois dans haute paramètres, vous devez avoir des rendements, rendement de la chaufferie. Alors voilà, c'est des choses, je ne m'y connais pas forcément, vous en savez peut-être plus que moi, mais voilà, on vous demande différents détails techniques sur les chaufferies que vous comptez installer. Si vous comptez investir plus sur des choses plus performantes, rien ne vous empêche d'aller mettre des valeurs qui soient meilleures ici. Donc, faut pas hésiter à rentrer dans ce niveau de détail-là. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, donc le calcul d'impact. Alors, c'est là que je passe à ma partie 5, mais je vais peut-être déjà faire un retour sur cette partie-là très rapidement. Donc, quand vous élaborez comme ça votre stratégie sur terre historique, vous renseignez des actions, que vous tracez votre trajectoire, il y a plusieurs choses qui sont très importantes. Donc, c'est un processus pour qu'il soit pertinent et pour vraiment aller au bout des choses dans terre historique, ça vous demande du temps, il faut de l'investissement. On peut pas, vous pouvez le faire comme ça, comme je viens de faire là sur un coin de table pour avoir très rapidement de grands ordres de grandeur. Mais il faut vraiment, si vous voulez vraiment que ça soit pertinent, il faut vraiment y passer ça demande du temps. Vous avez quand même sur les énergies renouvelables un large panel d'actions. Et voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de récupérer les données saisies pour ensuite rentrer votre PCE. Vous allez récupérer au format Excel, bon format Excel, pour ensuite l'importer sur la plateforme ADEME pour renseigner votre PCAET. Sachant que l'inverse est vrai, si votre PCAET est vrai, est renseigné sur la plateforme ADEME comme je vous l'ai montré, nous on l'a récupéré. Et ensuite, donc une fois que vous avez rempli toutes ces actions, on va vraiment aller dans le détail des calculs d'impact. Et alors là, je vous l'ai déjà un peu montré, mais pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler, si on va dans le détail, si on va vraiment remplir un peu l'ensemble des actions disponibles. Donc une fois que vous avez enregistré une stratégie territoriale avec le petit menu en bas, dans le panneau mes stratégies. Ah oui, alors je suis plus connecté. Aussi. Voilà, c'est parce que je m'étais déconnecté sur l'autre page, alors il s'était un peu perdu. Dans mes stratégies territoriales, vous avez la liste des stratégies que vous avez renseignées. Donc là, moi, pour les besoins de ce webinaire, j'en ai renseigné une sur Bièvre-Isère, que je vais charger ici. Donc vous voyez, j'ai défini une trajectoire cible pour les ENR qui grosso modo suit la pente définie par le SRADET. Je n'ai pas été plus loin que ça. Et j'ai renseigné tout un tas d'actions. Donc voilà, vous voyez là, typiquement, on installe un peu de petite hydraulique, donc de faible puissance. Donc une station en 2030, une en 2039, 3 en 2049. Un peu de centrale photovoltaïque d'une puissance de 30 MW crête. Des chaufferies au bois, donc à chaque fois une puissance de 1000 MW, qui ont chacune une capacité de 1000 MWh à l'année, ce qui grosso modo correspond à, je crois que c'est une centaine, j'ai fait un peu les calculs hier, une centaine de 150 logements. Éolien, un parc en 2025 de 9 MW, donc a priori 3 éoliennes, un autre de 4 en 2041, de la méthanisation en cogénération, 1 MW crête installé de toiture solaire photovoltaïque résidentielle tous les ans, un peu de solaire thermique. Donc vous voyez, j'ai vraiment rempli tout un tas de choses. Je lance mon calcul. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer un peu ce à quoi ça peut ressembler une fois qu'on a rempli un peu un plan d'action au complet. Et là, voilà, on arrive à ce genre de choses-là. Donc on voit bien la mise en production des parcs éoliennes en 2025 et en 2041. L'augmentation du solaire progressive avec la mise en fonctionnement de la centrale pour le coup en 2034. Et donc là, on voit qu'avec toutes les actions que j'ai pu prévoir, on arrive à tenir grosso modo la trajectoire fixée. Donc voilà, c'est quand on passe un peu de temps à remplir, c'est vraiment à ça qu'on peut aboutir une fois qu'on a terminé, en sachant qu'encore une fois, on est sur des estimations.
Il n'y a pas de garantie que vous allez tomber précisément sur ces chiffres-là, mais c'est vraiment le but un peu de cet outil-là, c'est vraiment de vous montrer, enfin, de voir un peu quel doit être l'ordre de grandeur de votre ambition du point de vue des actions vis-à-vis des objectifs que vous vous êtes fixés. C'est-à-dire que ça vous permet de voir que, ben, tiens, typiquement, si on voulait plus tant de pourcents de NR à l'horizon de 2030, et la mettre un peu en regard de ben, qu'est-ce qu'il faut à la louche hein, pour arriver à cet objectif-là. Ça vous permet vraiment un peu de quantifier l'ambition qu'il faut avoir dans les actions, parce que vous voyez bien que ça reste quand même des actions qui sont assez génériques. On ne rentre pas vraiment non plus dans le détail du détail, savoir où est-ce qu'on les localise, etc., etc. Mais ça vous permet quand même de, voilà, d'avoir un ordre de grandeur de l'ambition qu'il faut avoir pour respecter vos objectifs. Et si vous avez pris le temps de remplir les impacts économiques, un ordre de grandeur ben, des investissements nécessaires et des différentes retombées pour le territoire et pour la région. Donc voilà, en sachant que là, moi, pour le coup, sur cet exemple-là, j'ai pas été dans le détail de modifier les tableaux spécifiques des paramètres économiques et des parts captées. Donc évidemment, pour l'instant, ils ne sont pas pertinents. Si on veut qu'ils soient pertinents, comme je vous l'ai dit, il faut rentrer dans le détail. Pour conclure un peu sur cette partie-là, les points à retenir, je viens de vous en faire la liste. On visualise des ordres de grandeur, on les confronte à notre trajectoire. C'est important, très important de retenir que ce sont des ordres de grandeur avant tout. On n'est pas du tout sur des calculs exacts, mais voilà, encore une fois, le but, c'est quantifier l'ambition nécessaire pour réaliser les trajectoires qu'on s'est fixées. Et si on prend le temps de remplir tout ce qu'il faut, on peut avoir une analyse qui va au-delà des simples considérations énergie-climat, et qui va donc jusqu'au calcul des impacts socio-économiques. Noémie, je te laisse peut-être reprendre la main sur la toute dernière partie, enfin les toutes dernières diapos, si ça te va. Oui, voilà, ben, maintenant, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez établi la stratégie sur le papier, avec entré toutes ces ambitions, toutes ces intentions de développement, ben, faut la mettre en œuvre et Terristory vous dira pas comment la mettre en œuvre, comment la développer, avec quels moyens, dans quel partenariat. Donc, je vous ai mis là, déjà un nuage de mots qui rappelle qu'il y a différentes possibilités. Vous pouvez bien sûr, en tant que collectivité, développer ces projets en régie, mais vous pouvez aussi co-développer en partenariat avec des développeurs privés, ou vous pouvez co-développer aussi avec des citoyens, mobiliser l'épargne locale. Donc, il y a 1000 façons de le faire. Il y a aussi les SEM des syndicats d'énergie qui sont aussi un outil sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc, il y a plein de différents montages possibles. L'idée, c'est vraiment comment vous pouvez garder les clés, j'allais dire, pour maîtriser ces développements et faire, encore une fois, en sorte que ces projets ne soient pas des projets sur le territoire, mais des projets pour le territoire. Donc, je vous ai mis 2 liens, les petites icônes, là, le document de la Banque des territoires, et puis un document réalisé par Énergie Partagée. Vous pourrez les cliquer et aller voir ces documents qui, à mon avis, sont intéressants, inspirants et traitent aussi d'exemples, en tout cas pour celui d'Énergie Partagée, d'exemples de co-développement à 3, collectivités, partenaires développeurs privés et société civile. Donc, voilà, des exemples inspirants. Tu peux passer la suivante. Voilà, ça c'était aussi pour vous expliquer peut-être un petit peu plus en détail, parce que souvent c'est confondu par les gens, les projets citoyens, les projets participatifs. Donc, les projets publics, vous connaissez, hein, c'est des projets en régie. Les projets privés, c'est des projets sur lesquels il n'y a pas forcément de maîtrise. C'est les privés qui sont à l'initiative et qui les développent indépendamment de la collectivité. Il peut y avoir des beaux projets privés, mais il n'y a aucune garantie que ça se fasse dans l'intérêt territorial. Les projets participatifs, c'est des projets où les citoyens sont amenés à financer la dette. C'est souvent ce type de projet-là qu'on voit sur les plateformes de crowdfunding. Donc, c'est intéressant dans la mesure où il y a une partie de la valeur qui est captée par le territoire et en tous les cas par les riverains
ont mis des sous là-dessus. Par contre, ça ne donne pas de poids dans le projet et les citoyens qui financent cette dette, ils n'ont pas leur mot à dire sur les choix qui sont faits en lien avec ce projet, notamment quel matériel on installe, la localisation, etc. etc. Donc, pour ça, il faut que les citoyens participent à l'investissement, au capital. Donc, on est dans le bloc orange, là, où ils participent au capital et ça leur donne accès à la gouvernance du projet. Donc, ça, c'est important parce que ça permet à la fois d'avoir cet effet levier sur l'épargne locale. Je rappelle en dessous, là, qu'il y a 500 milliards d'euros sur les livrets A et les LDD des Français. Que cette somme, malgré la crise, malgré les crises qu'on vient de traverser, est en hausse depuis 2022, depuis 2020 très largement, et puis sur ces 6 derniers mois de 50 milliards d'euros. Donc voilà, il y a énormément d'épargne disponible et peu rémunérée qui peut être mise au service de la transition énergétique. Donc c'est vraiment l'ambition des projets citoyens. Tu peux cliquer un coup. Et puis, du coup, il y a des possibilités effectivement de faire des projets en co-développement et notamment en co-développement entre le public qui est garant de l'intérêt territorial, les citoyens aussi, puisque c'est des habitants du territoire, et le privé qui apporte, les développeurs privés qui apportent leur expertise, et notamment l'expertise filière que n'ont pas ces acteurs-là, en tous les cas rarement. Donc voilà, ça peut faire des beaux projets. Et puis, ne pas oublier que les retombées économiques pour le territoire, elles se calculent sur toute la vie d'un projet. Donc, une étude d'énergie partagée de 2019 avait conclu que 1 euro investi dans un projet citoyen, c'était 2,5 euros de retombées économiques locales sur la durée de vie du projet. C'était une analyse sur les projets photovoltaïques et éoliens.